Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des mouvements. Dans un premier temps, nous allons parler des mouvements de la Terre, ensuite on expliquera comment décrire et observer un mouvement, et enfin on apprendra à calculer une vitesse. La Terre effectue deux mouvements, une rotation et une révolution. La rotation, c'est le mouvement qu'elle fait sur elle-même, et la révolution, c'est le mouvement qu'elle fait autour du Soleil. La rotation est le mouvement qu'effectue la Terre en faisant un tour sur elle-même. Elle détermine la durée du jour terrestre. Un tour complet prend 24 heures. L'alternance des jours et des nuits découle directement de sa rotation. Lorsqu'on est opposé au Soleil, il fait nuit. Lorsqu'on est éclairé par le Soleil, il fait jour. La révolution est le mouvement qu'effectue la Terre en faisant le tour du Soleil. Elle détermine la durée de l'année terrestre. Un tour complet prend un peu plus de 365 jours. La Terre tourne autour du Soleil dans un plan qui s'appelle l'écliptique. Elle tourne sur elle-même autour de l'axe des pôles. L'axe des pôles n'est pas perpendiculaire à l'écliptique, il est penché de 23 degrés environ. Comme la Terre est inclinée sur son axe de rotation par rapport au Soleil, les différentes régions terrestres reçoivent la même énergie solaire, mais pas sur la même surface. Sur cette image, c'est la représentation de la Terre éclairée par le Soleil au mois de juillet. Si on regarde pour l'hémisphère nord, l'énergie solaire est répartie sur une petite surface. Donc, il va faire chaud. Dans l'hémisphère sud, la même énergie solaire est répartie sur une plus grande surface. Donc, il va faire moins chaud. L'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à son plan de révolution autour du Soleil. Voyons comment ce fait provoque le cycle des saisons. Le Soleil chauffe en permanence notre planète et permet à la vie de s'y développer. Plus ses rayons atteignent la surface terrestre de façon directe, plus la chaleur est intense. La durée de l'ensoleillement quotidien a aussi une incidence sur la température. L'inclinaison terrestre fait que cette durée varie selon la latitude. Sur cette image, au pôle Nord, il fait constamment jour, alors qu'au pôle Sud, il fait constamment nuit. À une même latitude, l'incidence des rayons du Soleil changera pendant l'année. Les saisons sont la manifestation de ce cycle dont nous allons observer les principales phases. L'équinoxe de printemps, la nuit a la même durée que le jour. L'inclinaison terrestre est de profil avec le Soleil. Début du printemps dans l'hémisphère nord, début de l'automne dans l'hémisphère sud. Le solstice d'été, la nuit la plus courte de l'année dans l'hémisphère nord. Le pôle nord est incliné vers le soleil, soleil de minuit. Début de l'été dans l'hémisphère nord, début de l'hiver dans l'hémisphère sud. L'équinoxe d'automne, la nuit a la même durée que le jour. L'inclinaison terrestre est de profil avec le soleil. Le début de l'automne dans l'hémisphère nord, début du printemps dans l'hémisphère sud. Le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année dans l'hémisphère nord. Le pôle sud est incliné vers le soleil. Début de l'hiver dans l'hémisphère nord, début de l'été dans l'hémisphère sud. Nous venons de décrire les mouvements de la Terre autour du Soleil par rapport au Soleil. Mais vu de la Terre, c'est le Soleil qui semble bouger. Du coup, le Soleil semble se lever à l'est et se coucher à l'ouest. De plus, sa position dans le ciel n'est pas la même au fur et à mesure de l'année. Elle dépend des saisons. Voilà ce qu'il faut retenir. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures environ autour de l'axe des pôles. Cette rotation explique l'alternance des jours et des nuits. Cette rotation explique aussi qu'un observateur terrestre voit le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. La Terre tourne aussi autour du Soleil en 365,25 jours, soit un an. Sa trajectoire est pratiquement un cercle. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique explique l'alternance des saisons. Les saisons dans l'hémisphère sud sont inversées par rapport aux saisons dans l'hémisphère nord. Comment décrire le mouvement d'un objet? Nous venons de voir que la description du mouvement dépend de la position de l'observateur. Puisque vu de la Terre, le Soleil se déplace dans le ciel, alors qu'en fait, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais il faut aussi parler de la vitesse de l'objet. Voilà des traces laissées par des skieurs dans la neige fraîche. Elles matérialisent leur trajectoire. Le mouvement d'un objet est défini par sa trajectoire et sa vitesse.
Il dépend de la position de l'observateur par rapport à cet objet. La trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions occupées au cours du temps lorsqu'il se déplace. Observons ces 3 mouvements. Dans l'ascenseur à sensation, le TGV ou la course de 100 mètres, les trajectoires sont des droites, donc ce sont des mouvements rectilignes. Voici la chronophotographie du mouvement de la cabine d'un téléphérique. Pour faire une chronophotographie, on prend des photos à intervalles de temps réguliers et on les met sur la même image. Les différentes positions du point M sont alignées et forment une droite. C'est donc un mouvement rectiligne. Le mouvement de cette barrière automatique n'est pas un mouvement rectiligne, puisque les trajectoires des différents points de la barrière ne forment pas une droite, mais des arcs de cercle. Cette barrière automatique a un mouvement circulaire. Les nacelles de la grande roue, les épaules du gymnaste et le marteau du lanceur ont un mouvement circulaire, car leur trajectoire est un cercle. L'essuie-glace du bus a un mouvement circulaire, car les trajectoires de chaque point sont des arcs de cercle. Ce téléphérique a un mouvement curviligne, car sa trajectoire est quelconque. Ce n'est ni une ligne droite, ni un cercle. Comment calculer la vitesse d'un objet au cours de son déplacement? Pour calculer une vitesse, il faut faire le quotient de la distance parcourue par la durée du trajet. L'unité de mesure usuelle pour la vitesse, c'est-à-dire celle qu'on utilise régulièrement, est le kilomètre par heure. Par exemple, à 50 km par heure, je parcours 50 km à chaque heure. L'unité de référence du système international est le mètre par seconde, c'est-à-dire que pour par exemple 30 mètres par seconde, je parcours 30 mètres chaque seconde. Si je veux calculer une vitesse en mètres par seconde, je dois mettre la distance parcourue en mètres et je dois diviser par la durée du parcours en secondes. Si je veux calculer une vitesse en kilomètres par heure, je dois mettre la distance parcourue en kilomètres et je dois diviser par la durée du parcours en heures. Pour rappel, 1 heure égale 60 minutes égale 3600 secondes. Et dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Sur cette animation, on voit que la distance parcourue par la moto entre chaque photo est la même. Donc, au cours de son mouvement, la vitesse de la moto reste constante, elle ne varie pas. Elle a donc un mouvement rectiligne uniforme. Cette fois-ci, on constate que la moto parcourt de plus en plus de distance pendant la même durée. Donc, elle accélère. Elle a donc un mouvement rectiligne accéléré. Lorsqu'un objet qui avance en ligne droite a une vitesse qui diminue au cours de son déplacement, on dit qu'il a un mouvement rectiligne ralenti. Le mouvement rectiligne d'un objet est accéléré si la vitesse de l'objet augmente au cours du temps, ralenti si la vitesse de l'objet diminue au cours du temps, uniforme si la vitesse de l'objet reste la même au cours du temps. Le mouvement d'un objet se décrit toujours par rapport à un autre objet de référence, appelé référentiel. Voyons ce qui se passe quand on change d'objet de référence. Repérons en bleu le mouvement de la balle par rapport au train. Et ensuite, le même mouvement de la balle, mais par rapport au sol, à la terre. On constate que ces deux trajectoires sont différentes, parce que le référentiel n'est pas le même. Dans cette animation, le personnage en vert est immobile par rapport au quai. Le personnage bleu est en mouvement par rapport au personnage vert, mais il est immobile par rapport au tapis roulant. Le personnage noir est en mouvement par rapport à vert et à bleu. Voici la carte mentale de ce que vous devez retenir concernant ce chapitre sur les mouvements. J'espère que vous avez bien tout compris. À bientôt!